22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le président de l'Assemblée nationale, les porteurs d'un message du président de la République, est en mission en Afrique du Sud où il a rencontré la présidente de l'Assemblée sud-africaine. Et validation et lancement du plan stratégique de développement durable de l'IGAD. C'était à Addis Abeba. Une réunion donc présidée par le ministre djiboutien du Tourisme. Et au Brésil, la production de café est impactée par la sécheresse. Bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, porteur d'un message du chef de l'État et à son homologue et frère, le président Cyril Ramaphosa, a été reçu en audience hier par la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Afrique du Sud, Todo Didiza. L'objectif de cette rencontre était de transmettre un message de fraternité et de soutien pour la candidature du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine en février 2025. Et après les remerciements d'usage à l'endroit de son homologue, le président d'Il-État est entré dans le vif du sujet en exprimant le souhait de notre pays de bénéficier de soutien de ce grand pays pour la candidature de Djibouti à l'Union africaine. Aussi, le président du Parlement djiboutien a fait valoir le volume d'expérience accumulé par la République de Djibouti par le plus haut leadership ainsi que son candidat, en l'occurrence le ministre Mahmoud Ali Youssouf, ministre depuis 2 décennies. Il a aussi rappelé l'importance de cette candidature pour Djibouti et pour toute l'Afrique. Avant de clore les discussions, le président a officiellement remis le message du chef de l'État suivi par un échange de cadeaux. Et dans le cadre de la campagne diplomatique constante de la République de Djibouti pour la candidature du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, envoyé spécial du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, a été reçu ce week-end par le vice-président de la République des Seychelles, Ahmed Afif. Lors de sa rencontre avec le vice-président, Mme Mouna Ousmane a transmis un message du président de la République adressé à son homologue séchellois. Et au cours de cette audience, Ahmed Afif et Mouna Ousmane ont également eu l'opportunité d'évoquer différents sujets d'intérêt commun tels que les relations existantes entre les deux États, les voies et moyens de les renforcer et de les raffermir, notamment les domaines de coopération économique et culturelle ou encore les enjeux de la sécurité maritime dans l'océan Indien. Une importante délégation conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme et en sa qualité de président de l'IGAD chargé du tourisme, Mohamed Warsama, s'est rendu à Addis Abeba du 18 au 20 septembre dernier pour participer à la validation et au lancement du plan stratégique de développement durable de l'IGAD pour la période 2024-2034. Lors de la première journée consacrée à l'examen du projet, le ministre du Commerce a, dans son intervention auprès de ses pairs de l'IGAD, indiqué en tant que président de l'IGAD en charge du tourisme que les travaux qui les réunissaient donc marquaient un moment historique, à savoir la signature et le lancement du plan stratégique à une vision collective qui pose les fondations d'une coopération régionale accrue et d'un développement durable du tourisme dans notre région. Aujourd'hui, a-t-il indiqué, nous franchissons une étape cruciale dans l'intégration régionale en reconnaissant la puissance du tourisme comme moteur de croissance économique, de création d'emplois et de rapprochement entre nos peuples. Suivant justement l'intervention du ministre du Commerce. Une immense fierté et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que président délégué pour les travaux qui nous réunissent aujourd'hui pour marquer ce moment historique, à savoir la signature et le lancement du plan stratégique de développement durable 2024-2034 de la région de l'IGAD. Ce document n'est pas simplement un plan, c'est une vision collective qui pose les fondations d'une coopération régionale accrue et d'un développement durable du tourisme de notre région. Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale dans l'intégration régionale en reconnaissant la puissance du tourisme comme moteur de croissance économique, de création d'emplois
et de rapprochement entre nos peuples. Actuellement, le secteur du tourisme représente en moyenne 8,7% du PIB de la région de l'Afrique de l'Est et dispose cependant encore d'énormes potentialités non exploitées pour sa croissance. Au niveau mondial, cette contribution reste faible avec un taux de 3% en 2023. Notre engagement à travers ce plan stratégique décennal est clair, faire de la région de l'IGAD une destination touristique mondiale compétitive et attractive. Pour ce faire, l'élaboration de ce plan vise à atteindre 5 objectifs stratégiques que je me permets de rappeler ici. Le premier objectif est d'identifier des domaines stratégiques de coopération dans le développement touristique entre les États membres de l'IGAD. Et nous savons tous que le potentiel touristique de notre région est immense et varié, de la beauté naturelle de nos paysages à la richesse de notre patrimoine culturel. Dans l'actualité, toujours, une cérémonie de remise officielle de l'unité de recyclage intitulée La Fabrique a eu lieu ce week-end au conseil régional de la région d'Obok. Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités politiques de la région et des responsables des systèmes des Nations Unies et de l'Union européenne. Et la délégation conduite par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a été reçue par le préfet de la région d'Obok et le président du conseil régional dans la résidence du préfet. Après la visite de courtoisie, la délégation se rendue au parc de loisirs où se tenait la cérémonie qui a débuté donc par des chants et l'hymne national et suivi d'interventions des officiels. Le conseil régional d'Obok et l'OIM ont procédé à la signature de l'acte de transfert de l'usine. Le conseil régional représenté par le président Mohamed Ahmed Ismail et l'OIM par Mme Tanja Pacifico, chef de mission de l'OIM à Djibouti. Et je vous propose à présent de suivre les interventions des autorités de la région d'Obok. Important qui est le transfert de l'unité de recyclage des bouteilles plastiques en pavé, une première à l'échelle nationale. Ces projets innovants de recyclage, réalisés grâce à l'appui financier et technique de l'OIM, a vu le jour à la demande des autorités préfectorales et régionales d'Obok. Depuis bientôt 2 ans, le conseil régional d'Obok et l'OIM se sont engagés à œuvrer ensemble sur des actions et projets liés à la migration, et c'est à travers un document cadre de coopération. Mesdames et messieurs, la fabrique d'Obok, dont tel qu'on l'appelle aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de la vision des autorités de la région, à savoir le conseil régional et la préfecture, de faire d'Obok une ville propre, une ville verte et une ville où il fait bon vivre, en relevant le défi posé par le déchet plastique en une opportunité économique. Faire de la fabrique par l'OIM au profit du conseil régional d'Obok s'inscrit dans la droite ligne de la politique de la décentralisation impulsée par le président de la République, chef du gouvernement, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, à qui j'adresse aussi bien en mon nom qu'au nom de toute la communauté obokoise notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas une fin en soi. Obok mérite d'être une ville propre, une ville qui brille par son exemplarité. Avec la fabrique d'Obok, chaque déchet plastique qui polluait hier nos rues, nos plages et notre environnement deviendra demain une ressource. Ce plastique que nous transformons en pavé est le symbole de notre capacité à transformer les défis en force. C'est ainsi que nous faisons d'Obok une ville propre, une ville moderne. Et par la suite, les différents représentants des organisations internationales, notamment de l'OIM, du système des Nations Unies et de l'Union européenne, se sont exprimés à la tribune de cette cérémonie. On les écoute. La migration, c'est un point très important pour la région d'Obok, et que toutes les communautés qui sont touchées par la migration sont touchées aussi sur le côté socio-économique.
et que cette initiative, ça nous aide sur plusieurs niveaux. Ça nous aide à créer de l'emploi, ça nous aide à former les jeunes, ça nous aide dans la communauté et ça nous aide bien sûr sur le côté de l'environnement. Dans le développement, tout est lié. Quand on touche le bien-être de la communauté, on est en train de toucher aussi le bien-être du pays. On est en train de soutenir le développement de la région, ce qui veut dire aussi le développement du pays et le bien-être de tout le monde. Je vais destaquer des choses de ce projet. Un, c'est l'innovation. On parle souvent de faire innovant, de think out of the box, comme dit en anglais, penser différent, inventer des idées, des solutions différentes. Et je crois que vous, au BOC, vous avez trouvé une idée innovante, différente, de convertir le plastique, transformer le plastique dans un outil pour la construction. C'est une façon de recycler le plastique qu'on trouve sur la rue, de diminuer la pollution. Quand on fait des innovations, on prend des risques. Et vous avez pris les risques, comme Bianca de IOM vient de nous expliquer. Au début, on a commencé, on a vu les failles qu'il y avait dans les projets, et vous avez trouvé des solutions. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un projet exemplaire pour les répliquer au BOC, mais aussi dans les autres régions. Comment transformer le plastique, le recycler et le transformer dans quelque chose qu'on peut utiliser pour la construction. C'est formidable, félicitations pour l'initiative. L'Union européenne, à travers ces projets, a appuyé le gouvernement djiboutien dans la gestion des flux de migrants à travers des actions concrètes qui facilitent la gouvernance migratoire, notamment la mise en place d'un système de référencement national, entre autres. Reconnaissant le poids significatif de la migration mixte sur Djibouti, et particulièrement dans la région de Bok, l'UE a soutenu les pays dans le secteur le plus touché via des actions pérennes et des actions communautaires. Et le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil a présidé cette cérémonie en compagnie donc des autorités de la région d'Obok. On l'écoute. Nous avons une fabrique unique en son genre. Unique pourquoi? Parce qu'elle s'est faite à Obok, qui reste aussi unique. Obok est la première capitale de Djibouti. Nous avons aussi la première fabrique qui s'est faite à Obok et pour la première fois. Donc, je pense que les Obokois aujourd'hui doivent être fiers de cette initiative. Mais ils ont une double responsabilité parce qu'il faut préserver cette fabrique aujourd'hui parce qu'il va être dans les mains du président du conseil régional. Et c'est dans ce sens que je vais exhorter le président du conseil régional à persévérer et de garder ces bijoux en bonne main. Notre cérémonie, sincèrement, une mention spéciale au président du conseil régional qui est accompagné de mon ami le préfet de la région, qui le soutient à tout moment, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Obok, ça ne se passe pas aussi dans les autres régions. Et après la première phase de la cérémonie organisée dans l'enceinte du parc de loisirs, les officiels se sont rendus à l'unité de recyclage où les attendaient les staffs et les collecteurs. Démonstration de différentes phases de recyclage de plastique leur a été faite enfin à l'issue de cette journée, haute en couleur, car ce projet étant une première dans la République de Djibouti, des certificats ont été remis aux employés de cette fabrique. Et suivant à présent les impressions ou les sentiments du président de l'ANCLD, également président du conseil régional de Tadjoura, M. Amel Hussein. De constater aujourd'hui, nous sommes venus voir la fabrique de sachets plastiques en pavé. Et c'est une solution innovante
et sur l'invitation du président du conseil régional, que nous remercions et que nous aussi félicitons cette initiative que toutes les régions peuvent produire pour que les déchets plastiques que vous connaissez, qui encombrent, qui salissent nos villes, et soient débarrassés et pour avoir une ville propre comme celle de Boko. Nous sommes venus aussi en même temps pour l'appuyer en ma qualité du président de l'ANCLD et l'appuyer et le féliciter pour ces initiatives qui sont vraiment, comme je dis, innovantes et que nous devrons dupliquer dans les autres régions. Et nous avons aussi l'intention de voir comment collaborer pour encore produire plus. Et la région de Tadjoura est prête aussi pour envoyer les déchets qui sont là-bas sur Boko, afin que la production augmente, qu'il y ait une pérennité dans cette usine. Et ça, c'est important. Et nous remercions les bailleurs qui l'ont soutenu. Et c'est nos bailleurs aussi communs. Et pour que aussi ce soutien puisse augmenter dans l'avenir et avoir des productions et des emplois encore plus. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a organisé hier une cérémonie marquant la clôture d'un important atelier de formation dispensé en faveur de ses personnels administratifs dans le cadre de ses efforts constants pour améliorer l'efficacité et la qualité de ses services. Cet événement s'est déroulé dans la salle de conférence de l'institution en présence de nombreux participants issus des différents départements administratifs du Parlement. Cet atelier de formation a été dispensé par les experts de l'Union interparlementaire Afrique et se porter sur les préparations des séances des commissions parlementaires ainsi que sur l'assistance des parlementaires dans leur mission. La cérémonie de clôture de la formation a été marquée par le discours de fermeture du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Waïs, qui a indiqué que cette formation reposait sur le renforcement des capacités du personnel administratif de l'Assemblée nationale. Écoutons le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale organise en collaboration avec l'Union interparlementaire une série d'ateliers de formation sur le travail parlementaire. Cet atelier sur le travail en commission et qui est destiné au personnel de l'administration s'inscrit dans le cadre d'un schéma de formation continue établi sur les thématiques prioritaires pour l'Assemblée nationale au début de cette 9e législature. Cet atelier répond à un besoin de renforcement du travail des commissions à l'Assemblée nationale par le renforcement de l'organisation des travaux et des réunions des commissions, notamment en ce qui concerne leur préparation, leur déroulement et leur suivi. Il s'agit principalement de soutenir les personnels administratifs qui appuient les travaux des commissions et leurs députés. Je salue les échanges animés qui ont lieu sur les normes et les procédures pour le travail en commission, des partages de bonnes pratiques en matière d'organisation du travail et suivi des séances de commission et des perspectives d'adaptation et d'évolution des pratiques existantes. Je rappelle que l'organisation des travaux des commissions, leur préparation, leur déroulement représente un axe majeur du processus législatif, lequel est entièrement soutenu par le travail des cadres de l'administration. C'est pourquoi l'activité est composée de deux parties. Une première partie organisée pour les membres de l'administration et une deuxième partie organisée pour un second temps pour les parlementaires. Toujours concernant les activités parlementaires, une importante délégation de députés djiboutiens a pris part aux travaux du 4e forum eurasien qui s'est tenu du 18 au 20 septembre à Saint-Pétersbourg en Russie. La délégation parlementaire était composée de plusieurs députés et des cadres de l'Assemblée nationale. Ce forum est une plateforme internationale influente, majeure, qui permet aux femmes dirigeantes de tous les continent d'engager un dialogue et d'adopter des décisions communes relatives aux questions d'ordre stratégique. Le Forum féminin eurasien est la plus grande plateforme internationale qui regroupe des femmes parlementaires, des représentantes des pouvoirs publics, des organisations internationales et des multinationales, du milieu des affaires, de la communauté scientifique, des organisations de la société civile ainsi que des personnalités
influente du mouvement féministe. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'inspection d'une importance capitale au poste de commandement de l'unité de Yoboki. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la supervision continue de la modernisation et de la restructuration des infrastructures militaires conformément aux directives précises émises par le chef suprême des armées, accompagnées d'un financement conséquent visant à renforcer la capacité opérationnelle des forces armées stationnées dans cette région stratégique. À son arrivée, le général Zakaria a été accueilli par les officiers supérieurs et les soldats en poste à Yoboki. Il a d'abord passé en revue les unités stationnées, leur témoignant son soutien pour leur dévouement et leur engagement indéfectible dans la protection de la nation. Il a ensuite été guidé vers le site des travaux d'infrastructures en cours où il a pu constater l'état d'avancement des chantiers. Ces infrastructures vitales pour l'amélioration des conditions de vie des militaires constituent une priorité pour le commandement général. Elles visent à offrir non seulement un cadre de vie plus adéquat aux soldats, mais aussi à renforcer les capacités opérationnelles du régiment en poste dans cette région. Le général a tenu à féliciter les militaires et les équipes techniques sur le terrain pour le travail déjà accompli, tout en soulignant que les efforts supplémentaires sont nécessaires pour maintenir le rythme imposé. Il a insisté sur l'importance de respecter les délais impartis, exhortant les différentes parties prenantes à accélérer les travaux tout en maintenant les standards élevés de qualité. Et selon lui, les infrastructures modernes et fonctionnelles sont essentielles pour garantir non seulement le bien-être des soldats, mais aussi leur efficacité en mission. Et dans le cadre de ces visites de contrôle sur le terrain, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu au lac Assal, où une nouvelle caserne militaire est actuellement en construction. Lors de cette visite, le général a procédé à une évaluation minutieuse de l'état d'avancement des travaux et comme à Yoboki, le général a souligné l'importance stratégique de cette zone pour la République de Djibouti et a exhorté les équipes en charge du projet d'accélérer le rythme des travaux. La construction de cette caserne est essentielle pour renforcer le dispositif de défense et garantir la sécurité nationale. Lors de chacune de ces interventions, le chef d'état-major a réaffirmé la nécessité impérative de respecter le délai fixé tout en continuant à améliorer les conditions de travail de nos militaires. Il a mis l'accent sur son engagement à soutenir les efforts de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées, appelant à une vigilance constante sur le terrain. Cette initiative témoigne de la détermination des autorités militaires à moderniser et à optimiser nos infrastructures militaires tout en assurant le bien-être de nos soldats. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé hier au Djibouti Palace Kempinski un atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale d'évaluation de la qualité des soins et services maternels et néonatals au niveau des hôpitaux de Djibouti. Afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services et des soins maternels et néonatals, une enquête nationale d'évaluation de la qualité des soins et des services au niveau des maternités hospitalières et des services de néonatologie a été menée au niveau des hôpitaux de la capitale et des régions de l'intérieur avec l'appui de l'OMS. Cette enquête s'est déroulée du 6 au 11 mai dernier et a ciblé les professionnels de santé ainsi que les bénéficiaires des services. L'atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale d'évaluation de la qualité des soins et services maternels et néonatals est une étape cruciale pour partager les conclusions et recommandations issues de cette enquête. Ainsi, cet atelier a permis de réunir l'ensemble des parties prenantes, y compris les professionnels de santé, les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers pour discuter des résultats et planifier les actions futures. De Djibouti. Cet atelier n'est pas simplement une réunion, c'est une étape décisive vers un avenir où chaque mère et chaque enfant à Djibouti auront une chance réelle de survivre et de prospérer.
Au cours de ces dernières années, le pays a réalisé des progrès significatifs en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Pour répondre à ces défis, Djibouti a développé et adopté la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour la période 2022-2026. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre global pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents, ainsi que dans les objectifs de développement durable. Et je vous propose aussi de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé. Le principal de cet atelier est de partager les résultats de l'enquête nationale de 4 structures hospitalières de Djibouti qui sont l'hôpital Dar al-Hanan, l'hôpital Sheko, l'hôpital militaire et la maternité du CMH de Dikil qui a été menée pendant la période du 6 au 11 mai 2024 et ce en vue de mesurer les acquis en matière de la pratique obstétricale et néonatale, de déterminer les défis et les gaps qui entravent la bonne qualité de soins de santé maternelle et néonatale, de définir les réponses clés et les recommandations en ligne avec les guides et protocoles de l'OMS les plus récentes. Je profite de cette réunion d'experts et de partenaires engagés dans ce processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale pour féliciter toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour le bon déroulement de ces travaux. Je tiens à rappeler que la santé maternelle et néonatale constitue une priorité nationale pour le gouvernement de Djibouti et plus particulièrement dans la politique du ministère de la Santé qui la reflète dans l'axe 2 de la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Nous vous invitons aujourd'hui à vous aligner à cette stratégie nationale de Djibouti en mettant l'accent sur la mise en œuvre et l'adoption des lignes directrices nationales des soins maternels et néonatales qui concordent avec les dernières recommandations de l'OMS. Et dans le cadre de la Journée internationale de la paix célébrée chaque année le 21 septembre, l'Agence nationale de la promotion de culture, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé une cérémonie de la célébration de cette journée dans la salle de conférence de la Bibliothèque et Archives nationales. Et le thème de cette année, cultiver une culture de paix, dialogue et solutions durables, met en lumière l'importance des initiatives collectives pour résoudre les conflits et promouvoir une paix durable à l'échelle mondiale. L'événement a réuni les responsables de l'agence et plusieurs autres responsables. L'objectif de cette journée étant de mobiliser les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour discuter des moyens concrets de renforcer la paix tout en sensibilisant le grand public aux valeurs de tolérance et de coexistence pacifique. L'événement a été conclu par un débat de panel concernant l'inclusion et équité dans la construction de la paix. Ce débat a été l'occasion de discuter des défis contemporains en matière de paix et de sécurité tout en explorant des solutions concrètes pour la construction d'un avenir pacifique. La paix, c'est aussi construire le développement, réduire les inégalités, avoir un mécanisme de résolution des conflits. Ce n'est pas l'absence de conflits seulement. C'est normal qu'il y ait des conflits. Je crois que Djibouti, c'est un formidable exemple. À Djibouti, on a la paix et la stabilité. Parfois, quand je suis en réunion régionale avec mes collègues qui viennent du Soudan du Sud, de Somalie, des pays où il y a les conflits. Chaque année, à cette occasion, l'UNESCO appelle ses États membres, ses partenaires institutionnels et toutes les communautés avec lesquelles elle collabore à œuvrer pour une paix durable, fondée sur le respect mutuel, la justice et la solidarité. Trop souvent, c'est la guerre qui occupe les esprits, qui fait l'objet d'études, de débats, mobilisant les ressources et l'attention des nations. Ceux qui osent parler aujourd'hui de paix sont souvent assimilés au mieux à de doux rêveurs, au pire perçus comme des naïfs ou des idiots. Pourtant, l'histoire ancienne et récente nous enseigne une leçon souvent ignorée, l'échec de la violence et de la guerre comme instrument de progrès, de transformation sociale. Les peuples d'ailleurs ne se rendent compte de la valeur de la paix que lorsque la guerre éclate, détruit leur maison, leur vie et leur avenir.
Et suivant également les interventions de la représentante du PNUD à Djibouti et du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Ce n'est pas un mot. Un sage de chez moi disait, la paix, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc chacun de nous, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos actes, doit pouvoir se comporter pour qu'on puisse garder cette paix qu'on a à Djibouti, on puisse la cultiver, on puisse, comme a dit le coordonnateur résident, exporter nos mécanismes de résolution des conflits, parce que la région en a besoin, l'Afrique en a besoin, le monde en a besoin. Et nous devons, en tant que Djibouti, montrer que c'est possible de vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion et dans l'amour. En cette journée dédiée à la paix, nous nous réunissons pour partager, réfléchir et surtout agir ensemble en faveur d'un avenir plus pacifique et plus inclusif pour la Corne de l'Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, je voudrais surtout m'adresser à vous, jeunes, vous qui êtes au cœur de cette journée. Vous représentez non seulement l'avenir de Djibouti, mais aussi un levier essentiel dans la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. Et c'est dans cet esprit que ce Youth Space a été créé, qui sera bien sûr animé par Déré et son président, un espace pour vous, un lieu d'échange et de dialogue où vous pourrez exprimer vos idées, partager vos expériences et proposer des solutions pour que Djibouti soit toujours dans la paix. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la salle de conférence du Centre technique national a accueilli aujourd'hui un atelier crucial organisé par la Confédération africaine de football, l'initiative pour des stades sécurisés. Cette formation se déroule dans un contexte où la sécurité à l'intérieur et autour des stades devient une préoccupation majeure. Et depuis la création de son département de la sûreté et de la sécurité en 2019, la CAF s'est engagée à renforcer les mesures de sécurité dans les stades africains. L'initiative pour des stades sécurisés vise à établir des normes de sécurité élevées et à former des responsables compétents afin de garantir un environnement sûr pour les spectateurs, les joueurs et le personnel. Et enfin, actualité internationale, alors que le Brésil, le plus grand pays producteur de café au monde, est confronté à sa pire sécheresse depuis plus de 70 ans, les cultivateurs de Sao Paulo évaluent les dégâts causés par un incendie de forêt ayant dévasté leur culture ces derniers jours. Dans la municipalité de Caconte, par exemple, les agriculteurs et les habitants ont uni leurs forces pour éteindre l'incendie, mais les dégâts restent importants. Le sinistre a atteint une cinquantaine de fermes et consumé une superficie estimée à 600 hectares selon les producteurs. La sécheresse qui sévit au Brésil affecte déjà le début de la saison 2025-2026 selon un rapport publié ce week-end par le Centre d'études avancées en économie appliquée de l'école agroalimentaire de l'Université de Sao Paulo. Les prix du café ont grimpé en flèche ces dernières années avec une hausse de 55% en août par rapport au même mois l'année dernière. Malgré ces conditions météorologiques difficiles, l'Organisation internationale du café s'attend à une production supérieure à la demande cette année. C'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.